propose de reprendre les conférences. Donc cet après-midi, pour commencer, Gilles Babinet, Digital Champion auprès de l'ENICOS, commissaire européenne chargée de la société numérique et ancien président du Conseil national du numérique, va intervenir sur un sujet qui est le numérique, un levier pour la lutte contre l'échec. Merci. Merci, je suis très heureux d'être là. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose de nouveau de prendre fait et cause pour la réforme de l'éducation. La raison pour laquelle j'ai entrepris cela, c'est que lorsque j'ai été nommé président du Conseil national du numérique, j'ai essayé finalement de chercher quels étaient les principaux vecteurs de transformation de la société française par le numérique et qu'est-ce qu'il faudrait que ce pays, cette nation puisse entrer pleinement dans le XXIe siècle. Et en fait, quand vous commencez à vous intéresser à ce sujet, vous apercevez que vous avez évidemment tout un tas de leviers sur lesquels vous pouvez agir, comme le fait qu'on dispose d'un système d'accès facilité pour les gens au numérique, etc. Je pourrais vous parler de ça pendant plus que le temps de ma conférence. Mais il y a 2 ou 3 mesures absolument structurelles qui émergent. Il y a le fait de mettre en place des écosystèmes qui facilitent la création de start-up, la numérisation de la société française. Il y a l'intentionnalité d'État qui est un facteur important. Et puis, il y a quelque chose de fondamental, c'est l'éducation. L'éducation revient toujours et encore comme un élément absolument déterminant de l'émergence d'une nouvelle forme de société. Je crois que si je parle de cette notion de nouvelle forme de société, c'est que il est maintenant acquis, c'est une conviction pour ma part, et je crois que nous sommes nombreux à la partager, que le modèle de société que nous avons connu au travers du XXe siècle, le modèle de la seconde révolution industrielle, de la massification de la production, un modèle qui est dépassé, qui ne fonctionne plus, et qu'on rentre dans la société de la connaissance. On voit d'ailleurs que les sociétés qui se sont organisées pour répondre aux enjeux de la société de la connaissance connaissent un développement important, y compris dans la société occidentale. À titre d'exemple, la Finlande, le Danemark, les États-Unis sont des pays qui enregistrent les gains de productivité les plus élevés qu'ils n'ont jamais connus dans toute l'histoire économique connue. Donc l'objectif pour la France, c'est de rentrer dans cette société de la connaissance. Il y a évidemment un travail considérable à entreprendre, et notamment parce que l'éducation, le système éducatif primaire, secondaire et supérieur procède de principes qui sont extrêmement hiérarchisés, extrêmement structurés, et qu'il semble que ces systèmes ne sont pas les plus efficaces. Donc je vais très rapidement vous aborder dans cette conférence quelques éléments qui me semblent fondamentaux parce que finalement ils précèdent et construisent le postulat de cette rupture de paradigme qui est introduite par le numérique. La première chose qui, moi, me passionne, et je fais souvent des conférences sur ce sujet uniquement, c'est la distribution de la connaissance. La distribution de la connaissance qui devient absolument massive et gratuite. Ce que je dis assez souvent, c'est qu'aujourd'hui, 75% des habitants de la planète ont un portable, et que notamment dans les pays émergents, on constate une distribution de la connaissance qui est très largement accrue par le fait que les portables créent un effet qui est tout à fait documenté et décrit aujourd'hui, qu'on appelle les gains d'opportunité. C'est-à-dire que quand vous êtes un fermier et que vous avez récolté des tomates, si vous n'êtes pas capable d'appeler un camion parce que vous n'avez pas d'infrastructure pour qu'on vienne récolter ces tomates, elles sont perdues. Et si vous pouvez, parce que vous avez un portable, appeler le camion et que le camion vient emporter ces tomates et va les congeler, eh bien vous avez un gain d'opportunité. C'est ce qu'on observe à tous égards dans les pays en développement, c'est l'impact du numérique. Quand vous introduisez un réseau télécom dans un pays, si vous avez 20% de pénétration dans ce pays, vous rajoutez de façon permanente 1% de croissance du PIB. Donc ça uniquement par gain d'opportunité, et vous allez voir le lien avec la connaissance. Dans l'Afrique uniquement, on a 60 années d'aide au développement, avec un impact quasi nul, et lorsque les économistes cherchent à qualifier ce qui fait que
depuis 2002 à 2004, il y a une accélération absolument considérable du développement de cette zone, on ne trouve pas. Et ce qu'on trouve récemment, c'est que quasiment l'unique facteur, c'est la mise en place de réseaux de télécommunications qui ont cet impact sur le développement de ces pays. Ce n'est pas des facteurs monétaires, ce n'est pas les diasporas qui rentrent, c'est le fait qu'il y a de la distribution de la connaissance et des gains d'opportunités grâce au mobile. Il y a 804 millions d'abonnés au mobile en Afrique, il y a un taux d'adoption uniquement en Afrique de 78%, et on arrive à des phénomènes comme celui-ci, CKW. C'est une plateforme qui donne des conseils agricoles aux paysans en Ouganda. Et l'output, la production agricole ougandaise, depuis que cette plateforme a été mise en place, a augmenté de 35%, ce qui est absolument phénoménal, vous pouvez l'imaginer. Et ça fait 5 ans seulement que cette plateforme existe. L'autre phénomène que tout le monde connaît, c'est Wikipédia. À ce titre, moi je fais souvent des conférences en Afrique, et quand je me balade dans les marchés, pas forcément sur le lieu de la conférence, je demande systématiquement aux gens, est-ce que vous utilisez Wikipédia? Et c'est tout à fait surprenant de voir que Wikipédia est devenu un bienfait pour l'ensemble de l'humanité et est en train de transformer réellement la distribution de la connaissance dans l'humanité. Bon, ça, ce sont des chiffres connus. Il y a 18 millions d'entrées, il y a 270 langues. 270 langues, ça veut dire que, grosso modo, on considère que vous avez à peu près 80 à 90% de la population qui est capable, mondiale, qui est capable d'accéder à Wikipédia. Les langues qui sont exclues de Wikipédia sont considérées comme étant des dialectes. Et d'ailleurs, Wikipédia couvre un certain nombre de dialectes. Il y a 1,5 milliard de gens par mois qui vont dessus, avec un taux de croissance annuel qui est de l'ordre de 30%. Donc c'est absolument massif, et il me semble que lorsque l'on va parler de l'éducation, on se doit de citer cet aspect-là. Un aspect, quelque chose que j'aime beaucoup évoquer, pour qui illustre assez bien ça, c'était cette histoire de ce jeune homme, Mohamed Bachir Sheikh, qui est un réfugié dans un camp de réfugiés qui est le plus grand au monde, qui s'appelle le camp de Dadaab, en Kenya. Il y a 50 000 personnes dans ce camp. Les conditions de vie sont extrêmement pénibles. Une fois l'avion s'est crashé au décollage sur la piste, et les gens ont commencé à mourir de faim parce qu'on ne pouvait plus apporter l'alimentation. Mais il y a une chose qui est particulière dans ce camp, c'est qu'il y a un accès à Internet de très très bonne qualité. Et ce garçon, il a appris à parler anglais. Il parlait anglais mais pas bien, de façon bonne avec Internet. Et à partir de là, il a appris à programmer. Et ce faisant, il s'est mis à travailler sur une plateforme qui s'appelle Elance, et il a fait fortune, et il a fait travailler, maintenant il doit être à une quinzaine de personnes qu'il a formées dans le camp, et qui aujourd'hui vendent leurs services à l'ensemble des pays qui en ont besoin. Et donc c'est un exemple tout à fait singulier de la distribution de la connaissance et de la capacité que l'on a à éduquer les gens de façon importante. Je suis déjà à 22 minutes. Ah, d'accord. Merci. Donc, on voit bien que le grand enjeu, c'est de parvenir à faire en sorte qu'il y ait une distribution appropriée de la connaissance. Évidemment, les paysans ougandais n'ont pas les mêmes besoins qu'un jeune homme nord-américain, et c'est un enjeu qui me semble un des grands enjeux qui reste à traiter. Je sais que vous avez débattu des MOOC, de l'ensemble des dispositifs d'éducation, mais je crois que c'est un enjeu qui n'est pas encore traité et qui devra l'être. Donc, vous connaissez, je vais très rapidement, parce que je crois qu'on ne peut pas ne pas y revenir, ces très très grandes initiatives qui ont défrayé le monde de l'éducation, je dirais même au-delà. Donc CS 221, c'est le premier des MOOC qui a été monté à partir de Stanford, avec 162 000 personnes qui se sont inscrites au bout de 7 mois, alors que, comme vous le savez, on en attendait à 1500. Et même si on a eu un taux d'abandon de 85%, il y en a tout de même 23 400 qui ont été au bout et qui ont été qualifiés, c'est-à-dire qui ont acquis le niveau de connaissance équivalent aux 200 personnes, ou plutôt aux 2 fois 100 personnes qui participaient au cours et qui participent toujours au cours d'intelligence artificielle tel qu'il est diffusé à Stanford.
c'est une révolution fondamentale dans l'histoire de l'humanité. C'est la distribution gratuite du savoir et de tout type de savoir, parce que vous imaginez bien que les cours d'intelligence artificielle représentent clairement la partie la plus évoluée de la connaissance de l'humanité du point de vue technologique, et que de fait, de faire en sorte que vous ayez 23 000 personnes qui puissent y accéder et le répandre dans le monde, ça veut dire qu'on arrive très très clairement à un point d'inflexion où la distribution de la connaissance va devenir totalement massive et ubiquitaire dans l'ensemble de la planète. La deuxième révolution, vous la connaissez, moi je suis très ému à chaque fois que je parle de Salman Khan, donc je crois que l'histoire mérite quand même d'être retracée. Il souhaite, sa nièce lui demande quelques conseils, elle ne comprend pas un problème de mathématiques, et puis il commence à lui expliquer par téléphone. Il faut lire son livre qui est absolument passionnant, vraiment je crois que tout le monde devrait lire ce livre dans le domaine de l'éducation, et il se rend compte qu'il n'arrive pas à lui expliquer par téléphone, et donc il se met à le faire sur un tableau noir, sur une vidéo. Et puis il se dit, la façon la plus simple que j'ai de lui transmettre cette vidéo, c'est de la poster sur YouTube. C'est plus simple parce que finalement elle sera là de façon permanente, elle pourra y accéder quand elle veut. Et 6 semaines plus tard, il retourne sur la page de YouTube et il se rend compte qu'il y a 9000 personnes qui ont consulté cette vidéo, et 2 semaines plus tard, il y en a 19 ou 20 000, et ça accroît de façon tout à fait exponentielle. Et puis, en lisant les commentaires, il trouve des commentaires extrêmement élogieux de gens qui disent « Merci, je n'ai jamais compris cette chose-là, et vous m'avez vraiment aidé à comprendre. » Et à partir de là, il passe 3 ans où il poste des vidéos, ça devient un hobby du soir, comme certains d'entre nous vont sur Facebook. Lui, il crée des vidéos éducatives, il en crée de plus en plus, et il crée une communauté qui finit par aboutir à des millions de visiteurs uniques par mois. Donc il croit, mais à aucun moment il ne se pose la question de créer une fondation, d'abandonner son travail d'analyste financier pour se lancer là-dedans. Et un jour, il reçoit un email extrêmement touchant qui est dans son livre, d'une jeune femme qui lui dit « Écoutez, j'avais quitté le système scolaire, j'étais parti, et grâce à vos vidéos, je suis rentré dedans. Et j'ai décidé je suis maintenant parmi les premiers de ma classe. » Et là, il se dit « Je ne peux pas continuer à faire ce que je fais, c'est pas possible. » Et il abandonne, et il se met à faire ses vidéos de façon professionnelle, c'est-à-dire qu'il passe du matin au soir à faire ça, sans fortune, sa femme est enceinte, et il se dit « Est-ce que je vais pouvoir tenir à faire ça longtemps ?» Il lance quelques appels à l'aide, il dit « Voilà, je voudrais qu'on me finance parce que je ne peux pas faire ça. » Et la femme de Jeff Bezos ainsi que Bill Gates viennent à son secours et lui disent « Ce que tu fais est extraordinaire, on va te financer. » Aujourd'hui, sa fondation est pleinement financée. C'est très impressionnant. Il a 21 millions de dollars de fonds propres pour pouvoir faire ça. Il la développe dans toutes les langues. Il est à disposition de tout le monde gratuitement. Son objectif, c'est de massifier autant que se peut ce qu'il fait. Et je crois qu'il y arrive très bien. C'est évidemment la Khan Academy. C'est tout à fait remarquable. Et je crois qu'au-delà de ça, il a une réflexion extrêmement intéressante sur l'éducation. Il a compris, il ne cesse de le dire, et je crois qu'il faut le répéter, que la mesure de la performance est indispensable pour pouvoir réformer le système éducatif. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard.